Et yep tout le monde, c'est Kevin D, la team Red Ribbon TCG. Aujourd'hui on se retrouve pour une analyse des decks et après que Seb ait fait l'analyse deck sur Gotenks, moi je vais vous faire aujourd'hui l'analyse des decks sur le deck communément appelé Search-Coup. Déjà, on va tout de suite commencer par le leader. Du coup, le leader qui est en éveillé intitulé Son Goku Ultra Instinct Limite Surpassé. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais d'abord vous expliquer déjà le leader, qu'est-ce qu'il fait. En non éveillé, c'est un leader qui a simplement une activation combat qui, quand cette carte est en combat, c'est-à-dire quand soit c'est votre leader qui attaque, soit c'est votre leader qui se fait attaquer, vous pouvez choisir une carte extra de votre main, peu importe la couleur de la carte, et la placer dans votre zone de dispersion. Si vous faites ainsi, vous pouvez choisir jusqu'à un point de vie et votre leader gagne plus 5000 pour toute la durée du combat. Cette capacité est déjà très importante parce que vous allez voir qu'elle combote énormément avec votre deck, puisque dans votre deck vous allez avoir, on va dire, la moitié du deck qui sera composé par des cartes extra, et du coup vous permettre de piocher en cyclant vos cartes extra qui des fois vont simplement être des cartes mortes dans votre main. Ensuite, il s'agit d'un leader bicolore. Du coup, c'est un leader qui possède la capacité éveil à flux en français. Pour activer sa capacité éveil à flux, vous allez du coup choisir une carte rouge et une carte bleue dans votre main, les placer sous ce leader. Et dans ce cas-là, vous allez pouvoir untap une énergie et piocher 3 cartes. Puis, dans sa face éveillée, qui est celle du coup que vous voyez à l'écran, vous avez, comme tout leader, une activation principale qui peut aussi être faite en combat une fois par tour. Si votre total de points de vie est de 5 ou moins, vous pouvez choisir une carte sous cette carte et la placer dans votre zone de dispersion. Et dans ce cas-là, vous allez choisir entre deux capacités extrêmement fortes, comme quasiment pour tous les leaders Surge. La première étant que si vous avez un univers 7 en jeu, ça c'est un détail très important que beaucoup de gens oublient, vous piochez une carte, puis votre adversaire vous révèle sa main, et vous pouvez choisir une carte extra ou une carte de combat avec 35 000 de puissance ou moins dans sa main et la placer dans sa zone de dispersion. Du coup, au final, vous allez quasiment pouvoir choisir toutes les cartes, excepté les cartes de combat, ce sera souvent les secrètes ou autres que vous n'allez pas pouvoir choisir. Et aussi, attention, du coup avec la BT10, vous n'avez pas le droit de faire défausser à votre adversaire des cartes unisson. Deuxième effet que possède du coup ce leader, c'est vous choisissez jusqu'à 3 cartes extra multicolores avec des noms des cartes différents dans votre zone de dispersion et ou de votre dimension parallèle et rajouter à votre main. On va voir après que ces deux effets de leader combattent extrêmement bien avec les decks et surtout aussi sont assez bien adaptés à la méta actuelle. Du coup, le but du deck. Pour ceux qui ne connaissent pas encore le deck Invoker, c'est simplement un deck basé sur le contrôle. Vous allez essayer de contrôler la game avec soit votre panoplie de contres, que ce soit les contres extra avec les dimensions magiques, ou alors les contres cartes de combat avec le topo, les Kamacine, etc. Et avec votre panoplie d'extra que vous allez pouvoir jouer pour une énergie bicolore grâce à votre invoqueur qui sera présent sur votre board. Et du coup, vous allez essayer de rallonger la game, tout ça pour arriver généralement au tour 5 où c'est le tour où vous allez rentrer en action et vous allez du coup essayer de burn ou OTK de l'adversaire. Ça veut dire quoi? Le mot burn indique le fait de infliger des dégâts à l'adversaire sans l'attaquer, que ce soit par des effets de cartes extra ou de cartes de combat. Là, ce sera principalement via l'effet de coup catastrophique, on en parlera un peu plus tard, ou alors OTK, ça veut dire One Turn Kill, tuer l'adversaire en un tour, et ça vous le ferez très généralement avec votre secrète qui du coup possède la capacité clé frappe de la victoire. Pour jouer ce deck, ceux qui jouaient déjà ce deck dans les extensions précédentes, vous allez quasiment pouvoir garder le même deck à l'identique. C'est-à-dire que quasiment toutes les cartes de base du deck viennent de la BT9, on y ajoute des cartes génériques un peu par-ci, un peu par-là, c'est-à-dire les dimensions magiques, les topos, les senzu, les haricots magiques, etc. Et ce qui rend le deck encore plus fort en BT10, c'est simplement l'arrivée du nouveau Goku, le Son Goku en quête d'un rival. Et à elle seule, cette carte rend le deck extrêmement fort. Les points forts du deck, on va commencer déjà par cela. Le leader est un leader Surge. Déjà, ça veut dire deux choses. La première chose, c'est que
le leader possède deux couleurs. C'est un leader rouge et un leader bleu. Et en quoi c'est un point fort? Simplement parce que du coup vous allez pouvoir utiliser le meilleur des deux mondes. Vous allez déjà... L'exemple simple dans ce deck, c'est que vous allez pouvoir utiliser les dimensions magiques, vu que votre leader est bleu, les dimensions magiques qui est sans aucun doute considéré comme l'un des meilleurs contres du jeu. D'un autre côté, vous allez aussi pouvoir bénéficier de la réduction du coût de topo, puisque votre leader est rouge, et du coup pendant le tour adverse, le topo va seulement vous coûter 2 énergies. Et c'est vraiment ça le gros point fort des leaders Surge. L'autre point fort d'un leader Surge aussi, qu'on a tendance à oublier, mais simplement que en fait, vous allez pouvoir vous éveiller quand vous voulez. Ainsi, vous allez pouvoir, généralement, ce qu'on faisait jusqu'à maintenant, c'est on essaie d'attendre le point d'éveil jusqu'à son tour 3, parce que du coup, on aimait bien jouer un Vegeta avant cœur pour 3 énergies, derrière on s'éveillait et ça nous libérait une énergie pendant le tour adverse. Mais maintenant, avec le ralentissement des games, en fonction du deck adverse, les parties vont être assez longues et votre adversaire aura du mal à vous mettre de la pression suffisante pour forcer votre éveil. Et dans ce cas-là, vous allez peut-être même pouvoir garder votre capacité éveil jusqu'au tour 5. Et là, à ce moment-là, vous allez vous éveiller pour rentabiliser encore plus d'énergie pour avoir un effet de burn encore plus important. Et du coup, tout ça, c'est vraiment grâce à votre capacité éveil qui du coup est accessible à n'importe quel moment de la partie, à condition d'avoir évidemment les cartes des couleurs nécessaires. Le deuxième point fort, et même le troisième, les deux qui se regroupent autour d'une seule et même carte, c'est la reine du tournoi du pouvoir. Pour ceux qui ne connaissent pas cette carte, c'est un terrain qui a deux capacités très importantes. La première, c'est son permanent, qui dit que si votre leader est un univers 7, ce qui est le cas du coup pour celui-ci, la capacité flux d'énergie de toutes vos cartes multicolores rouge-bleu est annulée sur toutes les zones. Dans votre deck, pour pouvoir bénéficier de la capacité clé invoqueur, il faut que vous payiez avec des cartes, des énergies bicolores. Et c'est grâce à ce terrain que vous allez pouvoir charge vos bicolores sans vous prendre la tête. Le deuxième capacité du terrain, qui implique aussi du coup le troisième point fort du deck, c'est son activation principale. Si votre leader est un univers 7, là encore c'est toujours le cas, vous passez du coup votre terrain en mode exercice, vous regardez les 3 premières cartes de votre deck, vous pouvez les réarranger entre elles, et puis vous allez pouvoir mettre les 3 cartes au-dessus ou alors en dessous de votre deck. Ça va faire quoi? Ça veut dire que simplement vous allez avoir une grosse sélection de la pioche. Imaginons vous allez regarder du coup les 3 cartes. Si aucune de ces 3 cartes n'est intéressante, ou si aucune de ces 3 cartes n'est utile à ce moment-là de votre partie, vous allez simplement pouvoir les réarranger comme vous voulez et vous allez mettre en dessous de votre deck. Et ainsi vous allez vous rapprocher avec les cartes importantes pour vous. A l'inverse, si parmi les 3 cartes, il y a une, 2 ou plusieurs cartes qui vous semblent intéressantes, vous allez pouvoir les réarranger de sorte à ce que vous allez piocher sur votre prochaine pioche la carte qu'il vous faut à ce moment-là. Et c'est vraiment quelque chose qui n'est pas à sous-estimer et c'est vraiment ça qui rend le deck extrêmement fort là encore. Le quatrième point fort, qui n'est pas des moindres, c'est simplement le mot-clé invoqueur. Le deck s'appelle comme ça, c'est qu'il y a bien une raison, simplement le mot-clé invoqueur qui est extrêmement fort. Pour ceux qui ne connaissent pas ce mot-clé, ça veut dire simplement que si vous avez une carte de combat ayant la capacité clé invoqueur sur votre zone de combat, toutes vos cartes bicolores rouge-bleu, peu importe leur coût, vous allez pouvoir les jouer pour seulement une énergie bicolore rouge-bleu. Et sachant que dans le deck, vous allez souvent jouer des cartes extra bicolores ayant un coût de 2 énergies, 3 énergies, 4 énergies, parfois même 5 énergies. Imaginez simplement la puissance que c'est de jouer une carte ayant un coût de 5 énergies pour une seule énergie bicolore. C'est là d'où vient simplement toute la force du deck. Et le dernier point fort, qui est la façon dont vous allez finir vos games, c'est simplement que le burn est quasiment impossible à contrer. À partir du moment où votre adversaire vous laisse mettre en place votre petit Goku drop 3, puis aller chercher le Goku drop 6, ces 2 cartes que je vous expliquerai évidemment un peu plus tard, vous n'allez pas attaquer avec, vous allez simplement enchaîner une combinaison de cartes extra, et c'est ça qui va infliger énormément de dégâts à l'adversaire. Et du coup, si au moment où vous faites votre tour, votre adversaire n'a pas les bons contres en main, vous allez simplement pouvoir lui enchaîner 5-6 dégâts sans qu'il puisse réagir. Autant vous dire que ça va en faire rager plus d'un. Passons maintenant au point faible du deck, puisque comme tout deck, même si le deck est extrêmement fort, il est tier 1,
tout deck a ses points faibles. Le premier point faible déjà, c'est que, encore une fois, c'est un leader surge. Ça peut paraître un peu ridicule, puisque juste avant j'ai dit que le fait que ce soit un leader surge, c'est un point fort, mais les leader surge ont aussi leurs points faibles, puisque la première chose, c'est simplement que à partir du moment où vous êtes éveillé, vous n'avez plus de pioches récurrentes. C'est-à-dire que vous n'avez plus d'effet continu qui vous fait piocher sur la longueur. C'est l'un des dangers de jouer un leader surge, parce que vous savez que sur la longueur, à partir du moment où vous êtes éveillé, vous allez perdre en CA, vous allez perdre en pioche, et ça va se faire ressentir sur la durée de la partie. À côté de ça, leader surge veut aussi dire que à partir du moment où vous êtes éveillé, vous n'avez plus que 2 activations de l'effet de votre leader. À partir du moment où vous avez fait ces 2 activations, votre leader n'aura plus d'effet pour toute la durée de la partie. Et c'est aussi là que devient la gestion de ses capacités. À quel moment est-ce que vous allez vouloir utiliser ces capacités? Il ne faut pas gâcher ces capacités, parce que c'est une capacité extrêmement forte. Les 2 activations que vous allez faire vont être extrêmement impactantes, mais il faut cependant quand même les utiliser au bon moment. Le deuxième point faible du deck, c'est que le deck est extrêmement dépendant du mot-clé invoqueur. Je vous expliquais juste avant en quoi ce mot-clé est si fort, parce que justement, ça permet de jouer des cartes extra. Il y aura un coût de 4 ou 5 énergies seulement pour une énergie. Mais justement, si vous n'avez pas de cartes de combat sur votre terrain et invoqueur, ou si celle-ci se fait gérer, bah vous vous retrouvez à nouveau avec des cartes extra ayant un coût d'énergie de 4 ou 5. Et du coup, vous allez vous retrouver avec une main extrêmement lourde que vous n'allez même pas pouvoir utiliser. Le troisième point faible aussi vient de ce que je vous explique depuis tout à l'heure. On se trouve avec un deck qui a quasiment à 50% composé des cartes extra, et qui du coup, ces cartes extra n'ont pas de puissance de combo. Certes, ces cartes extra vont pouvoir vous être utiles pour gérer les battles adverses, pour empêcher ne serait-ce que celle-ci arrive en jeu, ou même pour contrer les attaques. Cependant, une fois que vous êtes dans une phase de combo, si votre adversaire, par exemple, vous attaque avec son leader ou une unisson, bah, vos extras ne vont vous servir à rien. Et dans ce cas-là, ça va simplement jouer à la puissance de combo. Et avec un deck qui, comme dit, est à 50% composé de cartes extra, c'est beaucoup de puissance de combo en moins que la majorité des autres decks. Et le quatrième point faible du deck, c'est que le deck est extrêmement prévisible. Déjà, le deck est préconstruit à la base quasiment. Quand vous allez construire un deck, quand vous allez comparer les decklists joués par les différents joueurs, vous allez très généralement retrouver les mêmes cartes, simplement parce que le deck nécessite ces cartes pour être joué. Vous allez tout le temps retrouver les Vegeta invoqueurs, vous allez tout le temps retrouver du coup le combo des nouvelles cartes qui vont permettre de burn le point de vue adverse, vous allez retrouver de la secrète, vous allez tout le temps retrouver les mêmes cartes extra, certes des fois à des races différents, mais la globalité du deck va rarement changer. Et du coup, quand on tombe face à un joueur invoqueur, on sait quasiment dès le début de la partie ce qu'il va vouloir nous faire, ce qui va arriver et quelle est sa façon de jouer. Et du coup, quelqu'un ayant préparé le match-up aura du coup forcément essayé de trouver des réponses, et si ces réponses sont valables, bah, vous en tant que joueur invoqueur, vous allez avoir plus de difficultés à surprendre votre adversaire ou à faire des choses auxquelles il n'avait pas cherché de réponse. Du coup, maintenant que je vous ai expliqué un peu les points forts et les points faibles du deck, je vais vraiment essayer d'aller rentrer plus en détail dans le deck lui-même et surtout les cartes clés. Du coup, je vais sélectionner 3 cartes clés, dont la première est la carte dont je vous ai déjà beaucoup parlé, la carte communément appelée le Vegeta invoqueur, c'est le Vegeta SSB technique inspiré. Déjà, on voit que le texte de la carte n'est pas très détaillé. La carte est simplement composée de 4 mots-clés, flux d'énergie qu'on peut limite mettre à l'écart. Du coup, on se retrouve avec une carte qui possède simplement 3 mots-clés. Cependant, l'association de ces 3 mots-clés est extrêmement forte. Déjà, il possède la capacité invoqueur. La capacité invoqueur, comme je vous ai déjà dit auparavant, qui est extrêmement forte et qui est très utile dans le deck, et c'est grâce à cette capacité clé que tourne le deck. Cependant, afin que votre deck puisse marcher, il faut que vous puissiez jouer une carte de combat avec cette capacité clé, et derrière, à partir du moment où vous avez réussi à la jouer, il faut qu'elle reste sur le terrain. Et pour cela, quoi de mieux que d'avoir les capacités clés déflexion et barrière. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous arrivez à votre tour 3,
vous allez très généralement simplement jouer ce Vegeta invoqueur. Déjà de 1, vous savez que votre adversaire ne pourra pas l'empêcher d'arriver en jeu puisqu'elle possède déflexion. Et même à partir du moment où elle est arrivée en jeu, votre adversaire va avoir du mal à la gérer puisqu'elle possède barrière. Actuellement, il y a énormément de cartes dans le jeu qui passent à travers barrière, mais ce sont généralement des cartes qui coûtent très cher. On va tourner tout le temps autour des 2 énergies grand minimum et plutôt même avoisiner les 3 énergies. Et du coup, vous allez payer 3 énergies pour jouer votre Vegeta invoqueur. Et derrière, à côté de ça, votre adversaire, lui, va également devoir payer 3 énergies pour gérer ce Vegeta. Sachant qu'au final, vous allez jouer votre Vegeta en x4 dans le deck, puisque c'est la carte clé de votre deck, alors que votre adversaire va peut-être mettre seulement 1 ou 2 fois la carte gérant les cartes avec barrière dans son deck. La deuxième carte clé de ce deck, c'est ce Topo Aide Virtuelle, communément aussi appelé simplement Topo fin de tour, parce que son effet est tellement fort que limite, à partir du moment où il a touché le terrain et que son auto s'est activé, votre adversaire va généralement plus vouloir vous attaquer. Pourquoi? Parce que, je vais simplement vous parler de son effet auto, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est si c'est le tour adverse, quand vous jouez cette carte, pour toute la durée du tour, votre adversaire ne peut pas attaquer à moins de choisir 2 cartes de sa main et les placer dans sa zone de dispersion. Dans ce cas-là, quand vous vous retrouvez face à un deck aggro, votre but en tant que joueur d'invoqueur, c'est simplement de temporiser le plus possible. Je vous ai dit au tout début que le but du deck, c'est de contrôler la partie pour la faire rallonger pour arriver à votre tour 5. Et Topo, c'est votre meilleur ami. Du coup, simplement quand vous arrivez au tour fatidique du deck adverse, vous allez à la fin de votre tour garder 2 énergies disponibles. Vous allez sur sa première attaque simplement lâcher votre petit Topo. Et si votre adversaire n'a pas de réponse à celui-ci, limite son tour sera fini, ou alors il va devoir défausser énormément de cartes de sa main pour pouvoir continuer sa phase d'agression. Et la troisième carte clé de ce deck, la carte dont je vous ai déjà parlé en début de vidéo, la carte qui rend le deck encore plus fort en BT10, c'est le Sengoku en quête d'un rival. Déjà, son permanent qui allège énormément le deck, puisque si vous avez ne serait-ce qu'une seule carte extra multicolore rouge-bleu dans votre zone de dispersion, la carte ne possède pas de coup de combo. Du coup, vous vous retrouvez avec une carte qui a 10 000 de puissance de combo pour un coup de 0, sachant que ça vous demande seulement une seule carte extra multicolore rouge-bleu dans votre zone de dispersion, ce qui est pour ce deck est ridicule. Mais c'est permanent encore qui, au final, par rapport à son activation principale, est assez négligeable, puisque son activation principale, pour ceux qui ne connaissent pas encore la carte, une fois par tour, si vous avez 5 sources d'énergie ou plus et que vous ajoutez dans votre main 2 cartes extra multicolores rouge-bleu depuis votre dimension parallèle, vous pouvez choisir jusqu'à un Sengoku multicolore rouge-bleu avec un coup d'énergie de 6 de votre main et le jouer au-dessus de cette carte. C'est-à-dire que déjà cette carte de 1, elle vous permet de récupérer 2 cartes extra multicolores depuis votre dimension parallèle, sachant que pour ceux qui ne connaissent pas les cartes extra jouées dans Invoker, il y en a beaucoup parmi vos cartes multicolores qui ont simplement une capacité qui, quand elles sont dans votre zone de dispersion, vous pouvez les envoyer dans votre dimension parallèle et vous regardez la première carte de votre deck. Si c'est une carte extra multicolore, vous la rajoutez à votre main, sinon vous la remettez au-dessus. Déjà que j'y suis, petit détail aussi, pour ceux qui ne savent pas encore ce détail, sachant qu'il y a beaucoup qui font l'erreur, quand vous faites du coup l'effet que je viens de vous décrire juste avant, c'est-à-dire que vous envoyez votre carte extra multicolore en dimension parallèle et vous regardez la première carte de votre deck, d'abord vous commencez par la regarder vous-même. Si vous voyez que c'est une carte multicolore, du coup vous la montrez à votre adversaire et vous pouvez la rajouter à votre main. Cependant, si la carte ne correspond pas aux critères, c'est-à-dire que si ce n'est pas une carte multicolore rouge-bleu, vous n'êtes pas obligé de la montrer à votre adversaire et vous la remettez simplement au-dessus de votre deck. C'est une erreur qui est très fréquente encore et ça change quand même beaucoup de choses. Et du coup, cette carte qui vous permet du coup de récupérer 2 cartes extra multicolores. Puis derrière, vous allez pouvoir du coup jouer un de vos 2 Sengoku Trop 6 sur celle-ci. C'est-à-dire que pour 3 énergies, au final, et à votre tour 5, vous allez récupérer 2 cartes extra et jouer un de vos Goku Trop 6. Le combo avec cette carte, simplement, et du coup le combo Burn qui est né principalement grâce à cette carte, c'est que à votre tour 5, si vous avez déjà votre Vegeta invoqueur
ici à gauche sur votre zone de combat. Vous allez du coup pour 3 énergies jouer un Son Goku en quête d'un rival. Pour les 2 énergies restantes, vous allez simplement jouer 2 coups catastrophiques. Du coup, ça va burn 2 points de vie à l'adversaire. Derrière, vous allez simplement utiliser l'activation depuis votre zone de dispersion de vos 2 coups catastrophiques. Peu importe que vous touchez une cible ou non, en final, c'est juste pour envoyer ces cartes extra dans votre dimension parallèle. Puis, vous allez faire l'effet, l'activation principale de votre Son Goku. Vous allez du coup récupérer vos 2 coups catastrophiques en main pour pouvoir jouer un Son Goku drop 6 qui burn sur cette carte. Je ne sais plus exactement le nom de la carte, mais voilà, c'est le drop 6 qui burn. Et avec cette carte là, quand elle arrive en jeu, pour ceux qui ne se rappellent pas de la carte, elle a un auto où vous choisissez 3 de vos énergies, vous les placez en zone de dispersion, puis vous choisissez 3 cartes de votre zone de dispersion et les mettez en énergie en mode action. Et du coup, vous allez du coup pouvoir ramener 2 coups catastrophiques dans votre main. Vous allez evolve avec le Goku Drop 6 depuis votre main. Vous allez rajouter 3 énergies en mode action. C'est-à-dire que actuellement vous avez 5 énergies dont 3 qui sont en mode action. Et avec les 2 coups catastrophiques que vous avez récupérés depuis votre dimension parallèle, vous allez pouvoir les rejouer et du coup réinfliger 2 dégâts en burn à votre adversaire, plus l'effet du Goku qui dit que dès que votre adversaire subit un dégât, vous lui infligez un dégât supplémentaire, ce qui fera déjà 5 dégâts en burn. Et derrière, si vous avez encore un de vos effets de leader, vous allez pouvoir l'utiliser pour récupérer encore un coup catastrophique de la drop et le rejouer pour rajouter un 6ème dégât burn. Et du coup, vous vous rendez compte que avec une combinaison de 4 cartes différentes, le Goku drop 3, un Goku drop 6 et 2 coups catastrophiques, vous allez pouvoir infliger 6 dégâts au tour 5 à votre adversaire. J'espère en tout cas qu'en vous expliquant le combo, vous vous êtes rendu compte de la puissance du combo et vous vous êtes rendu compte de l'intérêt du deck. Pourquoi c'est si important d'arriver à ce tour 5 et pourquoi ce fameux tour 5 est si ravageur. Comme vous avez l'habitude, maintenant je vais vous présenter une decklist invoqueur. Là pour le coup c'est la decklist de Ron Brand, un joueur américain qui a fait top 8 à un tournoi aux États-Unis. Du coup voilà, la decklist de Ron Brand, je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes les cartes, mais globalement je l'avais notamment parlé du nombre d'extras dans le deck et on se rend compte qu'en fait il joue 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cartes extra différentes à un ratio plus ou moins important, mais voilà, on voit rapidement qu'il tourne environ à 50% de son deck qui est composé des cartes extra. Je ne vais pas rentrer plus en détail. Si vous voulez garder la decklist, prenez un screenshot et nous on passe à la suite. Et la suite c'est quoi? La suite c'est simplement le dernier point que je vais aborder avec vous. C'est maintenant que je vous ai expliqué les points forts, les points faibles du deck, les cartes clés et comment tourne le deck plus ou moins. La question que se posent certains, c'est comment faire pour survivre face à ce deck. Moi j'ai pour l'instant 3 solutions à vous proposer. Je sais que 3 solutions, ça peut paraître pas beaucoup, mais malheureusement, à mes yeux, il n'y en a pas vraiment plus que ça. Mais déjà, la première chose que vous pouvez faire, c'est si vous jouez un deck aggro, que ce soit Gohan Reboot, Vegex ou autre, la chose à faire, c'est vraiment essayer de l'agresser sur plusieurs tours. Pourquoi? Parce que si vous essayez vraiment de all-in en une seule fois, essayez de poser un board énorme, puis derrière vouloir attaquer avec tout ça, ce qui vous risque d'arriver, c'est simplement, vous allez vous prendre un topo, derrière votre board va même pas pouvoir être rentabilisé parce que vous n'allez pas pouvoir attaquer avec, parce que ça vous coûterait beaucoup trop de cartes de votre main, et derrière votre adversaire qui joue invoqueur du coup va simplement raser tout votre board avec une de ses extras. Du coup la chose à faire c'est vraiment y aller petit à petit, essayer de doser les attaques, ne pas poser son board toute une fois mais attaquer progressivement pour voir est-ce que votre adversaire joue un topo. Si la réponse est oui, simplement vous gardez vos ressources pour le tour d'après. Si la réponse est non, vous y allez petit à petit, essayez de gaspiller les ressources adverses. C'est vraiment un jeu de ressources. Je reviens vite fait sur le deck de Ron Brand, mais on voit que le deck invoqueur peut se permettre de jouer énormément de contres. On voit qu'il joue 3 Sleepy Boy, il joue 2 Kamesinin, plus 4 dimensions magiques et 2 topos, ce qui fait un total de 11 contres, sans parler des autres cartes, etc. Mais
Mais voilà, c'est un deck très fourni en contre, et du coup vous allez devoir essayer de les faire cracher petit à petit, un par un, et ainsi le faire simplement l'épuiser jusqu'à arriver au tour où vous allez enfin pouvoir le tuer. Mais aussi, chose à faire, simplement, si vous ne voulez pas jouer votre game sur est-ce qu'il a un topo ou non, essayez aussi simplement dans votre deck d'intégrer, ne serait-ce même en side, des réponses à son topo. Que ce soit le Kotsukai qui se joue, qui se warp du coup depuis votre drop, qui, si votre adversaire pendant votre tour joue une carte de combat, bah il doit se défausser 2 cartes de sa main, il me semble. Du coup, au final, un topo, ça lui ferait un -4 en main, puisque du coup, il doit jouer le topo, défausser une carte sur l'effet du topo, puis défausser 2 cartes sur l'effet du Kotsukai. L'autre réponse aussi qui existe et qui peut être utilisée, c'est le nouveau Meki Kabura noir qui du coup pour des énergies vous empêchez l'adversaire de jouer une carte avec un nom spécifique. Du coup, si vous vous retrouvez à un tour où vous dites c'est à ce moment-là qu'il faut que j'agresse le plus possible, vous commencez simplement votre tour avec un Meki Kabura, vous empêchez votre adversaire de jouer un topo, et là vous pouvez laisser cours à votre deck. Du coup voilà, les deuxième et le troisième conseil, c'est plutôt pour les decks contrôle. Les decks qui n'auront pas l'occasion ou la force, la puissance pour aller essayer de tuer l'invoqueur avant son tour 5, bah déjà, les autres façons de la ralentir, c'est de 1, essayer de contrer son Vegeta invoqueur. C'est pas facile, évidemment, comme je vous ai dit, la carte est la déflexion et barrière, du coup les seules cartes vraiment pouvant facilement le péter, c'est les cartes extra gérant les cartes barrières. Il en existe une par couleur, les cartes qui sont sorties à la BT9. Il existe d'autres manières aussi de gérer une carte de combat ayant barrière. Et du coup, si votre but simplement est de survivre le plus longtemps avant d'atteindre le pic de puissance de votre deck, essayez de simplement garder en main vos réponses à Vegeta Invoker. Gardez quand même en tête que votre adversaire en joue en 4 exemplaires, du coup le fait de seulement pouvoir gérer un seul Vegeta Invoker, ce sera peut-être pas suffisant. Mais si jamais, imaginons du coup votre adversaire joue un Vegeta Invoker à son tour 3, et avant son tour 5, vous lui gérez son Vegeta Invoker. Alors vous savez qu'à son tour 5, sauf s'il commence à faire des trucs avec des haricots magiques, etc., bah, il n'aura pas assez d'énergie pour à la fois rejouer un Vegeta Invoker et rejouer un Goku Drop 3. Et du coup, ce sera déjà un tour de gagné, et ce sera un tour où vous serez plus proche d'atteindre votre pic de puissance de votre deck contrôle. L'autre conseil, et le dernier conseil que j'ai à vous donner, c'est de jouer des contre-attaques activables depuis la zone de dispersion. Je parle surtout de ces contre-attaques qui sont sorties, il me semble, en BT8 ou BT9, je ne sais plus exactement, mais il y en a un pour chaque couleur, et il est spécifique à la couleur de votre leader. Et du coup, c'est simplement des contre-attaques qui annulent l'attaque et qui ont chacun un petit effet supplémentaire, mais qui est assez ridicule au final. Ce qui nous intéresse, c'est surtout simplement le fait que ce soit un contre-attaque qui annule l'attaque. Et derrière, une fois que la carte est en zone de dispersion, vous pouvez faire l'effet de ce contre pour annuler l'attaque en défaussant une carte de la couleur indiquée, plus en payant une énergie. En quoi c'est intéressant? C'est notamment pour les decks ayant déjà une réponse au Vegeta Invoker. L'autre problème qui peut se présenter du coup pour votre deck, c'est la secrète. La secrète, c'est du coup, pour ceux qui ne connaissent pas, elle arrive au tour 5 adverse et elle annule toutes les capacités des cartes autres que des cartes extra. C'est-à-dire qu'elle annule les capacités des cartes de combat, les cartes unissons, aussi le leader. Et du coup, la seule chose qui vous reste, c'est les cartes extra. Je vous rappelle aussi que la secrète qui a frappe la victoire, du coup, l'une des grosses façons de gérer du coup cette secrète, simplement en contrôlant l'attaque, en annulant l'attaque avec une carte extra. Cependant, c'est là que le combo avec le leader est très fort aussi, puisque je vous rappelle l'effet du leader en éveillé, où s'il a un univers 7 sur le terrain, bah, il peut piocher un et il peut regarder votre main. Et parmi les cartes de votre main, il peut vous faire défausser une extra. Et du coup, si dans votre main vous n'avez qu'un seul contre, et que le leader adverse a encore la possibilité de faire son effet pour regarder votre main et vous enlever ce contre, bah au final vous n'avez plus de réponse à sa secrète, qui est au final la seule menace face à votre deck. Et au contraire, si l'extra contre que vous avez en main, bah, c'est cette fameuse
contre-attaque qui s'active depuis la zone de dispersion, bah, il aura beau vous la faire défausser, vous pourrez quand même contrer l'attaque avec ce contre et vous aurez du coup un tour supplémentaire pour essayer de trouver d'autres réponses à la secret en face pour pouvoir la gérer. Du coup voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Je pense que j'ai déjà assez blablaté, j'ai essayé de rentrer quand même assez en détail tout en ne pas allant trop loin. Je m'excuse dessus de petits bégaiements, j'ai assez mal à la gorge, j'ai quand même insisté et voulu faire cette vidéo parce que on s'est donné la promesse en début du mois de vous faire une vidéo par semaine et on essaye au mieux de suivre cette ligne de conduite. Du coup voilà, je vais pas blablater plus que ça, moi je vous dis simplement à la semaine prochaine pour une autre vidéo. À plus tout le monde.